Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Amara Johnson ajusta la sangle usée de son sac à dos, sentant le cuir râpé grincer légèrement sous ses doigts. Elle venait de franchir les lourdes portes vitrées du bâtiment principal de l'école militaire préparatoire de Fort Hamilton. Derrière elle, les échos lointains des bottes cadencées et des ordres brefs résonnaient encore dans le hall, mêlés à l'odeur métallique des casiers et à la cire fraîchement passée sur le sol. À seulement 17 ans, Amara se trouvait à un tournant de sa vie. Chaque matin passé dans cet établissement n'était pas seulement une étape vers le diplôme, c'était une répétition générale pour son rêve le plus cher, entrer à West Point. Elle marchait dans les traces exigeantes et prestigieuses de sa mère, le général Evelyn Johnson, une légende vivante dans les rangs militaires et la toute première femme noire à avoir atteint le grade de 4 étoiles. Une figure qui inspirait respect et fierté, mais qui, Amara le savait, provoquait aussi la jalousie et la méfiance de certains. Le soleil, en descendant derrière les toits, baignait la banlieue de Arlington d'une lumière orangée et chaude, comme un voile de cuivre sur les façades de briques. Les branches nues des érables dessinaient des ombres fines sur l'asphalte, oscillant au rythme d'une brise légère. Elle inspira profondément, savourant un bref instant de calme avant de reprendre sa routine du soir. Sa Ford Focus bleue, garée à l'ombre d'un lampadaire, l'attendait comme une vieille complice. Ce n'était pas une voiture flambant neuve, la peinture avait perdu un peu de son éclat et le tissu des sièges portait la trace de ses multiples allers-retours, mais elle avait une valeur sentimentale inestimable. C'était un cadeau de sa mère, offert avec un sourire fier et une phrase qui résonnait encore dans son esprit: « Tu n'as pas besoin d'un véhicule de luxe pour atteindre tes objectifs. Ce qui compte, c'est ta route et la façon dont tu la conduis. » Le moteur gronda faiblement au premier tour de clé, un son familier et rassurant. Amara se détendit un peu et prit la route, quittant l'enceinte de l'école pour s'engager sur les artères principales de la ville. Bientôt, elle pénétra dans le quartier de Havenoaks, un secteur résidentiel sécurisé, jalonné de pelouses parfaitement entretenues et de drapeaux américains flottant sur des porches blancs. Ici vivaient pour la plupart des officiers supérieurs, des familles militaires habituées à la discipline et aux règles tacites qui structuraient la communauté. Pourtant, Amara savait qu'elle ne se fondait pas toujours dans le décor. Sa peau brune, son âge, et sa voiture modeste attiraient parfois des regards prolongés, curieux ou sceptiques. Elle avait appris à les ignorer, à se concentrer sur ses objectifs, mais ce soir-là, une sensation familière lui serra l'estomac. Une impression subtile, comme si quelque chose rôdait juste hors champ. Elle ne pouvait pas encore le voir, mais son instinct lui soufflait que cette tranquillité était fragile. Et il avait rarement tort. Amara venait de tourner sur la grande avenue bordée d'érables, leurs branches fines formant un tunnel d'ombre mouvante sous la lumière des lampadaires, lorsque l'éclat brutal et pulsant des gyrophares déchira la quiétude de la route. Dans son rétroviseur, les flashs bleus et rouges semblaient se fondre dans un clignotement hypnotique, presque agressif, qui lui fit immédiatement monter l'adrénaline. Son cœur accéléra, battant lourdement dans sa poitrine comme un tambour militaire désaccordé. Elle inspira pour se calmer, mais ses doigts se crispèrent malgré elle sur le volant. Dans ce quartier, elle savait que les contrôles n'étaient jamais innocents pour quelqu'un qui lui ressemblait. Elle ralentit, mit son clignotant et se gara sur le bas-côté avec une précision presque mécanique, comme si son corps avait pris les commandes à sa place. Derrière elle, le SUV de patrouille stoppa brusquement, ses pneus crissant légèrement contre l'asphalte. 3 silhouettes émergèrent de l'habitacle. En tête, l'officier Mark Reynolds, grand, épaules carrées, la trentaine, blanc, avec ce regard légèrement plissé qui mélangeait la condescendance à une assurance nonchalante. Derrière lui, l'officier Brian Carter, plus massif, la mâchoire serrée, le pas lourd qui trahissait un tempérament prêt à imposer sa présence par la force plutôt que par le dialogue. Enfin, un troisième homme, plus jeune, l'officier junior Ethan Miller, au geste un peu raide et hésitant, comme s'il cherchait encore sa place dans ce genre de scène. Reynolds s'approcha du côté conducteur, se penchant légèrement pour que son visage soit à la hauteur de la vitre. Le sourire qu'il affichait n'avait rien de cordial. « Bonsoir, mademoiselle. Vous savez pourquoi on vous arrête ?» demanda-t-il, sa voix traînante laissant entendre que la réponse importait peu. Amara tenta de garder un ton neutre. « Non, monsieur. J'étais à la bonne vitesse.
Reynolds haussa un sourcil, puis, sans se départir de son sourire, répondit. Peut-être, mais on vous a vu entrer dans un quartier où, disons, vous n'avez pas vraiment l'air de vivre. Le commentaire tomba comme une pierre froide dans son estomac. Ses mains, toujours sur le volant, tremblèrent légèrement. Elle se força à respirer profondément avant de répliquer. J'y habite. Ma maison est à 2 rues d'ici. Reynolds redressa légèrement la tête, la scrutant comme s'il pesait chaque trait de son visage. Puis ses sourcils se haussèrent, feignant la surprise. Ah bon? Et qu'est-ce qu'une lycéenne comme toi fait dans un quartier d'officiers supérieurs? Amara inspira profondément, comme on prend une grande goulée d'air avant de plonger dans une eau glaciale. Son cœur battait si fort qu'elle craignait presque qu'on puisse l'entendre à travers l'habitacle. Elle savait qu'elle n'avait rien à se reprocher, mais chaque fibre de son corps lui rappelait que, dans ce genre de situation, l'innocence ne garantissait pas le respect. Elle posa ses yeux dans ceux de Reynolds, refusant de baisser la tête. Ma mère est le général Evelyn Johnson, commandante de la base militaire d'Arlington. Un bref silence s'abattit, comme si le vent lui-même s'était retenu de souffler. Pendant une fraction de seconde, elle crut voir une lueur de doute traverser le visage de Miller. Mais ce répit fut aussitôt balayé par un éclat de rire sec et moqueur. Carter fut le premier à se pencher vers la vitre, ses épaules massives projetant une ombre pesante sur elle. Un général 4 étoiles? Et noir en plus? Il marqua une pause, laissant ses lèvres s'étirer en un sourire mauvais. Laisse-moi deviner, elle est aussi présidente des États-Unis? Le ton dégoulinait de sarcasme, chaque mot prononcé comme une gifle invisible. Reynolds se joignit à lui, secouant la tête avec une moue théâtrale. Fais pas de cinéma, gamine. Les vrais généraux, c'est pas dans ta famille que t'en trouves. Leurs rires se mêlèrent, résonnant dans la nuit tranquille de Havenoaks comme une insulte publique. Un couple qui promenait son chien ralentit à quelques mètres, surpris par le ton, mais continua son chemin en évitant de croiser les regards. Miller, le plus jeune, semblait mal à l'aise. Ses yeux passaient de ses collègues à Amara, puis revenaient au sol. Il ne disait rien, mais son silence n'était pas neutre. C'était celui d'un homme trop inexpérimenté ou trop craintif pour contredire ses supérieurs. Reynolds finit par se redresser et tapota la portière du bout des doigts. « Descendez du véhicule, mademoiselle. On va faire une petite vérification d'identité. » Amara sentit un poids lourd descendre le long de sa gorge et s'installer dans sa poitrine. Elle avala difficilement, puis obéit, chaque geste mesuré pour ne pas donner la moindre excuse à ses hommes. Dès que ses pieds touchèrent l'asphalte, l'air nocturne, plus frais, sembla lui brûler la peau. La colère et l'humiliation se mélangeaient en elle comme 2 flammes rivales, rongeant peu à peu son calme. Sa mère lui avait appris à garder la tête haute, mais ce soir-là, elle sentait qu'on lui arrachait un morceau de sa dignité avec chaque sourire moqueur lancé à son encontre. Les minutes s'étiraient avec une lenteur presque insupportable, comme si le temps avait décidé de se venger d'elle. Les policiers semblaient prendre un malin plaisir à étirer le contrôle, chacun de leurs gestes imprégnés d'une nonchalance calculée. Reynolds tenait sa carte d'identité entre 2 doigts, la faisant tourner lentement, comme s'il cherchait la moindre imperfection dans le plastique. Il fronça légèrement les sourcils, puis esquissa un rictus. « Tu devrais être plus créative dans tes mensonges. » Carter, de son côté, fouillait son sac à dos posé sur le capot de la voiture de patrouille. Les fermetures éclairs s'ouvraient et se refermaient dans un bruit sec, rythmé par ses soupirs exagérés. « Un général, et puis quoi encore? Tu vas me dire que t'es aussi la fille du président ?» lança-t-il, le ton dégoulinant de mépris. Chaque mot sonnait comme une piqûre d'aiguille, pas assez pour briser la peau, mais suffisante pour laisser une brûlure persistante. Autour d'eux, la vie du quartier continuait, mais avec un parfum d'anormalité. Un jeune homme qui promenait son chien ralentit sa marche, son téléphone à la main. Puis, un couple sortant d'une maison voisine s'arrêta carrément sur le trottoir, filmant la scène avec des regards indignés. D'autres silhouettes se dessinaient derrière les vitres des maisons, curieuses. Amara restait droite, figée comme une statue, ses mains croisées devant elle. Elle fixait un point très loin, par-delà les toits et les arbres, comme pour s'arracher mentalement à cet instant. C'était une technique que sa mère lui avait enseignée: quand on cherche à te rabaisser,
garde les yeux sur ton horizon. C'est lui qui te rappellera qui tu es. Mais même avec cette armure mentale, chaque sarcasme tombait dans son esprit comme une pierre dans l'eau, soulevant des cercles d'humiliation et de colère. Elle sentait la chaleur lui monter au visage, pas celle de la honte, celle, plus ardente, de l'injustice. Miller, le plus jeune des trois, restait légèrement en retrait, jetant de temps à autre un coup d'œil furtif à Amara. Ses lèvres s'entr'ouvraient par moments, comme s'il voulait parler, mais il se ravisait aussitôt. Reynolds replia sa carte d'identité dans sa main, mais au lieu de la lui rendre, il la fit glisser entre ses doigts comme on jouerait avec une pièce de monnaie. Il prenait son temps, trop de temps. Amara inspira lentement par le nez, sentant que si elle cédait à la moindre provocation, elle risquait de perdre ce calme qui, pour l'instant, était sa seule arme. Elle entendait encore la voix de sa mère résonner dans sa tête, grave et ferme, « Garde ton sang-froid, peu importe le feu autour de toi. » Puis, au loin, un grondement profond fendit le silence tendu de la scène. Ce n'était pas le vrombissement nerveux d'une voiture pressée, mais le roulement grave et régulier d'un moteur puissant, maîtrisé, qui semblait annoncer sa présence bien avant de se montrer. Les policiers cessèrent un instant leur sarcasme, échangeant un bref regard, tandis qu'Amara, immobile, sentit un frisson parcourir son échine. L'ombre massive d'un SUV noir émergea au bout de la rue, ses phares blancs perçant la pénombre avec une précision presque militaire. Il s'approcha à vitesse constante, glissant sur l'asphalte comme un prédateur sûr de sa force. Les gyrophares de la voiture de patrouille se reflétaient sur sa carrosserie lustrée, lui donnant des éclats rouges et bleus qui dansaient sur la peinture noire. Lorsque le véhicule se gara derrière les voitures de police, le crissement maîtrisé des pneus sur le bitume sembla marquer le point final d'une phrase silencieuse. Les plaques gouvernementales, gravées et brillantes, accrochaient la lumière des lampadaires avec éclat. Un instant, il n'y eut que le bruit du moteur qui s'éteignait, puis le claquement sec d'une portière arrière. De l'habitacle émergea une silhouette féminine, grande, droite, presque sculpturale. La lumière vint caresser l'éclat métallique des 4 étoiles fixées sur ses épaules, chacune reflétant l'autorité et l'histoire qu'elle représentait. C'était le général Evelyn Johnson. Son uniforme, impeccable jusqu'au moindre pli, contrastait avec la dureté de son regard. La cinquantaine, des traits marqués par des années de service et de bataille gagnées pas seulement sur le terrain, mais aussi contre les préjugés. Sa présence semblait faire reculer l'air autour d'elle, comme si l'espace lui-même reconnaissait son rang. Ses bottes noires claquaient contre l'asphalte à chacun de ses pas, un rythme net et précis, évoquant la marche d'inspection d'un gradé. Elle ne marchait pas, elle avançait, droite comme une ligne de front, et son regard passait de Reynolds à Carter, puis à Miller, comme si elle mesurait chacun d'eux, pesait leur valeur, et ne trouvait pas le poids attendu. Lorsqu'elle parla, sa voix coupa l'air comme une lame glaciale. « Quelqu'un ici veut encore me dire que je n'existe pas ? » Ce n'était pas une question. C'était un défi. Et chacun des 3 officiers savait qu'il n'avait aucune réponse acceptable. Les rires s'étaient éteints aussi brusquement qu'une flamme sous la pluie. Le silence, lourd et glacé, enveloppa la scène. Même le cliquetis régulier des radios portatives semblait s'être figé. Reynolds et Carter, figés comme des statues, perdaient peu à peu la couleur de leur visage. Le jeune Miller, lui, détournait le regard, comme s'il cherchait un point d'ancrage loin de l'ouragan qui se préparait. Le général Evelyn Johnson se posta entre sa fille et les agents, son corps formant une barrière infranchissable. Sa haute silhouette projetait une ombre imposante sous les réverbères, et la lueur métallique de ses décorations ajoutait à l'aura d'autorité qui émanait d'elle. Elle n'avait pas besoin de crier pour s'imposer, sa seule présence écrasait l'air autour d'eux. Officier Reynolds. Officier Carter. Officier Miller. Sa voix claqua comme une détonation. Je connais vos supérieurs, et croyez-moi, ils connaîtront chaque détail de ce qui s'est passé ici. Vous avez exactement 5 secondes pour me donner une explication claire de cette humiliation. Un silence pesant suivit. Les respirations des agents semblaient soudain trop fortes dans l'air nocturne. Les passants continuaient de filmer, certains à découvert, d'autres discrètement derrière leur téléphone. Reynolds ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Carter déglutit, les mains crispées sur sa ceinture. Miller, pâle, jetait des regards furtifs à Amara, puis à sa supérieure,
comme s'il implorait mentalement qu'on le tienne à l'écart de ce désastre. Le général Johnson s'avança encore d'un pas, ses bottes claquant sèchement sur l'asphalte. Sa voix, plus froide encore, ne tremblait pas d'un iota. Vous allez présenter vos excuses immédiatement à ma fille. Et ensuite, vous allez expliquer à votre chef pourquoi vous vous êtes permis d'humilier une mineure qui n'a commis aucune infraction, en insinuant que ses paroles étaient des mensonges. Son regard passa de l'un à l'autre, comme une lame qui tranche les derniers restes d'assurance des trois hommes. Reynolds baissa les yeux le premier. Carter suivit, mâchoire serrée. Miller, lui, semblait prêt à s'excuser, mais restait paralysé, conscient que chaque geste serait capté par des dizaines de caméras et diffusé avant l'aube. Le lendemain matin, la ville s'éveilla avec un scandale en pleine explosion. La vidéo tournée par les passants, montrant le face-à-face tendu entre le général Evelyn Johnson et les trois officiers, avait déjà dépassé les 10 millions de vues. Sur Twitter, Instagram, TikTok, les hashtags respectez nos jeunes, #LA Général et #Amara Johnson se répandaient comme une traînée de poudre. Les commentaires affluaient. Voilà pourquoi on filme toujours la police. Ils ne croyaient pas qu'une femme noire pouvait être générale, et ils l'ont payé devant tout le pays. C'est historique. Les chaînes d'information avaient interrompu leurs programmes habituels pour diffuser en boucle les images, l'arrivée du SUV noir, le claquement sec des bottes d'Evelyn Johnson, son regard de glace et sa phrase désormais virale, « Quelqu'un ici veut encore me dire que je n'existe pas ?» Les journalistes analysaient chaque détail, chaque geste, comme s'il s'agissait d'un moment politique majeur et, d'une certaine manière, c'en était un. Sous la pression médiatique, le maire de la ville organisa une conférence de presse improvisée devant l'hôtel de ville. Le visage tendu, il déclara. Ce qui s'est passé hier soir est inacceptable. Au nom de notre administration, je présente nos excuses à la famille Johnson. Nous devons faire mieux. Quelques heures plus tard, le chef de la police, visiblement mal à l'aise, annonça devant les caméras l'ouverture d'une enquête interne. Les trois officiers impliqués furent temporairement suspendus, en attendant les conclusions officielles. Mais pour la population, la décision semblait bien trop tardive. Le soir même, dans une salle de presse bondée, Evelyn Johnson se tenait droite derrière un pupitre, son uniforme impeccable reflétant la lumière des flashs. Elle ne parlait pas seulement en tant que militaire, mais en tant que mère, en tant que femme noire, et en tant que citoyenne. Hier soir, ma fille Amara, âgée de 16 ans, a vécu ce que trop de jeunes noirs vivent en Amérique, le doute systématique sur leur droit d'exister, sur leur légitimité dans un espace public. Elle n'avait rien fait de mal. Elle n'avait commis aucune infraction. Mais pour ces officiers, elle n'avait pas l'air de ce qu'ils estiment être à sa place. Elle marqua une pause, balayant la salle du regard, laissant peser un silence lourd avant de reprendre, sa voix vibrante d'émotion contenue. Tant que ce sera le cas, tant qu'un uniforme ou une couleur de peau pourra dicter la manière dont on est traité, je me battrai. Je le ferai en tant que mère. Je le ferai en tant que général. Et je le ferai pour chaque jeune qui se voit refuser le respect qu'il mérite. Les applaudissements éclatèrent, malgré le caractère officiel de la conférence. Des dizaines de journalistes levaient déjà la main pour poser des questions. Mais le message était passé, cette histoire ne disparaîtrait pas dans le cycle rapide des nouvelles. La famille Johnson venait, involontairement, de déclencher un débat national sur le racisme systémique, et Evelyn, elle, n'avait pas l'intention de laisser l'élan retomber.